Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on va parler d'un nouveau dispositif expérimental qui arrive en Alsace. Ça s'appelle le médecin 116 117 et Guylaine Kiffer des Grippes médecin sera sur ce plateau. Sabrina Keller, présidente de Femmes de Foot, et Laurence Belriti, professeure de body karaté. On parlera rock avec Véronique Gaillot, premier album Wildcat. Et Tanguy Flores, en fin d'émission, nous présentera, regardez, ça a l'air délicieux, ça s'appelle des pizzas gourmets. Il a déniché tout cela du côté de Aubernais. Avant cela, c'est le JT, Camille Roland. Bonsoir, au sommaire de l'actualité alsacienne ce soir, c'est la journée mondiale du travail social. Nous sommes allés à la rencontre de professionnels au centre médico-social d'Oswald. Le président du Sénat reçoit le président du Bundesrat pour renforcer la coopération franco-allemande à Paris. Et puis l'accordéon est à l'honneur pour la 22e édition du Printemps des Bretelles. Mais pour commencer, une nouvelle journée d'action interprofessionnelle était organisée aujourd'hui. À l'appel des syndicats CGT et FO, des manifestations se sont tenues un peu partout en France contre la politique économique et sociale du gouvernement. À Strasbourg, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés place Kléber aux alentours de 14h avant de défiler jusqu'à la place Broglie. Professeurs, retraités, fonctionnaires ou encore enseignants, ils étaient tous là pour revendiquer une revalorisation du pouvoir d'achat et défendre les services publics. On écoute les responsables syndicaux Force ouvrière et CGT sur place. Si on fait ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est tout simplement des provocations aujourd'hui. Il voit depuis des semaines et des semaines les gilets jaunes dans la rue et les syndicats depuis belle lurette aussi. Et en même temps, on ne trouve rien d'autre que dire qu'il faut allonger le temps de travail. Donc c'est une provocation de plus dans ce cadre-là et ce n'est pas ça qui va calmer les gens. Il y a un certain nombre d'attaques contre les droits des travailleurs depuis quelques années, mais là ça s'accélère particulièrement avec une baisse de droits généralisée, notamment à travers les CSE, une attaque sur la fonction publique, sur le statut des fonctionnaires, une attaque qui est en vue mais qui est quand même assez claire sur les retraites par répartition, une attaque généralisée contre la sécurité sociale qui est quand même l'un des plus grands acquis des travailleurs qu'on ait dans notre pays et qui est en passe de disparaître si on ne fait rien. Voilà, donc ce gouvernement est en train de saccager l'ensemble des droits des travailleurs acquis depuis en gros un siècle de lutte. Chaque année, le 19 mars, on célèbre les travailleurs sociaux partout dans le monde. Cette journée a pour but de promouvoir leur utilité et de faire connaître leur métier auprès du grand public. D'assistant social à conseillère en économie sociale et familiale, en passant par secrétaire médico-social, les fonctions sont nombreuses. À l'unité territoriale d'action médico-sociale d'Oswald, 77 professionnels travaillent au quotidien pour accompagner les citoyens de la naissance jusqu'à la fin de vie. Adeline Piron est allée à leur rencontre. Problèmes de logement, de gestion du budget familial, de santé, d'addiction ou encore des difficultés à élever les enfants, ce sont les problématiques que rencontrent chaque jour les travailleurs sociaux. 40 000 personnes sont accueillies chaque année sur plus de 100 sites du département du Bas-Rhin. Laetitia et Anne-Claire sont assistantes sociales et accompagnent au quotidien des personnes en situation de précarité. On va être souvent la première porte du service social, où on va essayer un peu de décrypter quelle est à ce moment-là la difficulté, le frein de cette personne qui se présente à nous. Et ça se passe vraiment à travers l'échange. On est beaucoup vraiment dans le dialogue, dans chercher à comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce que eux comprennent de leurs difficultés. Et on prend vraiment le temps, on essaye du moins avec les moyens qu'on peut de les écouter. Une oreille attentive quand les mots manquent, c'est ce qu'il reste aux assistantes sociales. À l'accueil, le rôle de Sophie, secrétaire médico-sociale, est d'accueillir les usagers. Elle les oriente, les accompagne dans leur démarche administrative et les prises de rendez-vous, un premier contact primordial. Au niveau de nos métiers, c'est être dans une relation d'empathie et de prise en compte de la demande. C'est aussi un sas de décompression, l'accueil, où on peut poser les choses et poser les problèmes qu'on rencontre au quotidien et souvent d'avoir pu définir un périmètre de difficultés et de pouvoir apporter une réponse. Ça désamorce souvent aussi les problématiques et les tensions qui peuvent graviter autour. Les relations humaines semblent donc être au cœur de ces métiers. D'ici 2022, les démarches administratives devraient être 100% dématérialisées.
Le lien social survivra-t-il à la transition numérique? C'est la grande interrogation de cette transformation. Direction maintenant le Palais du Luxembourg à Paris. Le président du Sénat et son homologue allemand du Bundesrat ont signé ce midi une déclaration commune pour renforcer la coopération entre les deux pays. Plus d'explications avec Nora Boiriwa. 56 ans après le traité de l'Élysée, les parlementaires français et allemands travaillent toujours ensemble pour renforcer la coopération entre les deux pays. Une déclaration interparlementaire franco-allemande entre le Sénat et le Bundesrat, la chambre qui représente les Länder allemands, a été signée ce mardi. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de ne pas tout mobiliser au niveau de nos institutions, mais promouvoir surtout, essentiellement, les échanges entre entrepreneurs, les entreprises, le monde économique, les échanges avec la société civile et surtout les échanges avec nos jeunes, avec la jeunesse. Malgré les différences entre les deux systèmes institutionnels, le Sénat et le Bundesrat partagent un même intérêt pour la prise en compte des territoires, la coopération décentralisée et transfrontalière ou encore les questions européennes. Nous ferons tout également dans le cadre de l'Europe pour promouvoir à nouveau, si c'était nécessaire, ce moteur franco-allemand. Nous avons également échangé des sujets que nous traiterons au mois de juillet prochain lorsque nous accueillerons nos amis allemands dans le cadre du groupe d'amitié. Ils sont très intéressés par ce que nous faisons au niveau des start-up. Cette coopération entre les deux chambres vient en complémentarité de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, composée de 100 députés français et allemands. Elle verra le jour le 25 mars prochain. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. 15% des Français ont déjà entendu parler de start-up en région, selon l'étude Kantar TNS. Sortie en mars, elle montre aussi que ces jeunes entreprises ont un rôle à jouer en région, notamment sur l'économie locale et l'emploi, si elles gagnent en visibilité. Et c'est justement pour se faire connaître que 120 start-up régionales participent aux Startup Days. Pendant 10 jours, elles seront accueillies dans les boutiques Orange pour se confronter au regard du grand public. En Alsace, elles seront 4 à proposer aux visiteurs de tester leur application et leur concept. Un reportage de Cécile Motz. Un vélo 100% alsacien, un service de mise en relation d'employeurs et de demandeurs d'emploi, une application solidaire, un objet connecté pour sauver des vies. Les startups alsaciennes rivalisent d'imagination pour se faire une place. Pendant 10 jours, ces jeunes entreprises participent aux Startup Days. L'objectif est clair. Mettre en visibilité ces startups pour qu'on les connaisse mieux au niveau régional et au niveau national. Nous les accueillons dans nos boutiques pendant une journée ou 2 journées et pour eux c'est l'occasion d'être en contact avec la clientèle et c'est une façon pour eux de se frotter au marché de façon extrêmement concrète. Le service de mise en relation Kissik et la start-up Manivelle vont donc se confronter au regard de potentiels clients au sein de la boutique Orange, une mise en situation réelle. Avec Kissik, en fait, nous levons les freins à la mobilité professionnelle et géographique en proposant toujours des offres de logement meublé temporaires entre 1 et 10 mois autour de chaque offre d'emploi. Il y a une vraie pédagogie aussi derrière, derrière Manivelle, cet esprit aussi d'être très transparent sur la fabrication d'un produit et notamment d'un vélo. Donc nous, ça nous permet souvent aussi d'échanger avec ces personnes-là. Notre start-up est assez atypique au niveau de son profil, vu qu'on est sur une rencontre entre artisanat et ingénierie. Voilà, c'est pas un profil, notamment l'artisanat, qui va très souvent se retrouver dans une start-up. Et ouais, pour nous, ça va être un vrai plus de pouvoir présenter ce produit en boutique, de pouvoir échanger avec le public. Face aux accidents de la route, Jérôme a créé Awaken, un boîtier qui permet d'alerter le SAMU ou d'être mis en relation avec un professionnel de l'automobile. Il n'en est pas à sa première édition des Startup Days. C'est toujours en se confrontant à la réalité du terrain qu'on a des adaptations. Alors maintenant, on a quand même une expérience de plus de 2 ans en commercialisation, donc on a quand même une offre assez peaufinée. Mais voilà, ça va nous permettre aussi de comparer notre expérience de cette année comparée à celle d'il y a 2 ans, et puis de voir quels sont les résultats. Mieux cibler leur clientèle, faire connaître leur concept, se confronter au marché, voilà les objectifs de ces rencontres entre start-up et strasbourgeois.
Pour fêter le retour du printemps des bretelles, la ville d'Illkirch vit au rythme de l'accordéon. Et pour cette 22e édition, l'instrument aussi appelé piano à bretelles n'a pas été choisi au hasard. Une centaine de concerts et spectacles seront proposés à l'Iliade, au Magic Mirror, ainsi que dans différents lieux de la ville. À voir jusqu'au 24 mars. Cécile Motz. Bars, hôtels, restaurants, ils sont plus d'une vingtaine de lieux à accueillir des rencontres du Festival des Bretelles. Pendant 10 jours, concerts, spectacles musicaux, théâtre ou encore musique électro rythmeront Illkirch, mais toujours sous les accords de l'accordéon. On a deux programmations, la programmation IN qui est une programmation payante qui est soit à l'Iliade dans la grande salle ici ou alors dans notre petite salle côté cour, mais on a également un Magic Mirror qui est installé sur le forum de Lille et qui accueille tous les soirs des soirées dansantes. Et les concerts en entrée libre qui représentent à peu près 75% du festival, ce sont dans les bars et restaurants de la ville ainsi que dans les hôtels également. Les musiciens viennent d'Italie, des États-Unis, du Mexique ou encore d'Espagne, mais aussi de France. Et ils ont tous un point commun, l'accordéon. Accueillir toutes les musiques du monde autour d'un instrument, c'est le principe du festival. Au départ, l'accordéon était un instrument européen qui est parti avec les immigrants dans le monde entier. Et maintenant, il nous revient au fur et à mesure avec des spectacles, avec des concerts, avec des artistes. L'accordéon, maintenant, on le retrouve dans toutes les musiques. Il y a beaucoup de groupes actuels qui utilisent l'accordéon. 80% des concerts sont gratuits et les rencontres sont ouvertes à tous les publics. Hier soir, le groupe irlandais Dalahan a fait vibrer la grande salle de l'Iliade avec un type de musique bien à lui. Finalement, nous jouons très peu de musique traditionnelle écossaise ou même irlandaise. Nous avons commencé comme groupe irlandais, mais nous avons ajouté de la musique des Balkans, Hongrie, Roumanie, etc. Nous avons aussi des influences de musique bluegrass ou de folk américaine. Tout mis ensemble, c'est très international. C'est pourquoi nous faisons de la musique qu'on appelle folk du monde. Et dans ce style singulier, le piano à bretelles a toute sa place. L'Écosse quand même a une tradition d'accordéon. Moi je suis italien, du coup oui, on connaît bien les accordéons en Italie aussi, à France, c'est clair. Beaucoup de traditions, il y a l'accordéon et oui c'est un instrument très flexible. Ça aide beaucoup parce que voilà, il y a une range de possibilités niveau technique, niveau vraiment de l'instrument. Et ça aide beaucoup le groupe. Tu as la basse, tu as des effets, tu as des sons différents. Dès ce soir, le groupe Allegria et Liberta prendra place sur la scène de l'Iliade à 20h30. Autre moment fort du festival, le spectacle musical Flonflon, présenté par les Épinoirs jeudi soir. Et pour clôturer ce journal, voici l'image du jour d'Olivier Anne. Un nouveau site pour le tourisme alsacien. Visite sans e.alsace est un site moderne et très intuitif qui a été lancé aujourd'hui par le CRT, Alsace Destination Tourisme, le SIVA et l'Eurométropole. Des incontournables aux activités les plus insolites, toutes les expériences touristiques de notre région sont superbement exposées. Et que dire du film qui en 3 minutes pile est un merveilleux condensé des richesses de l'Alsace. En voilà quelques extraits. Elle est pas belle notre Alsace, Camille? Très belle. Voilà, merci beaucoup pour le JT. On accueille le plateau Alsace 20. Tanguy Flores, venez nous rejoindre. Sabrina Keller et son invité Laurence Belriti, championne de body karaté. Guylaine Kiffer, Desgrippes, médecin, est avec nous. Et la chanteuse Véronique Gaillot. On découvrira d'ailleurs en fin d'émission et on entendra d'ailleurs 2 extraits du clip de Wild Cat. Juste avant, c'est la météo. C'est parti. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Avenue à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Bonjour à
tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, en ce mercredi matin, nous sommes dans les Caraïbes, du moins au niveau du ciel, puisqu'il y aura du soleil absolument partout en Alsace et aux frontières rhénanes. Alors attention, au niveau des températures, on n'est plus du tout dans les Caraïbes. Il fera moins 2 degrés à Pratel, moins 1 degré de Mulhouse jusqu'à Fribourg, 1 degré. Ce sera à Colmar ou encore dans le nord de la région du Bade-Württemberg, 0 degré de Strasbourg à Kiel et 2 degrés si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin. L'après-midi, eh bien toujours autant de soleil. Profitez-en bien. Les températures dans l'après-midi, eh bien, elles seront très agréables. La maximale sera de 14 degrés à Strasbourg, Wissembourg ou Bâle et 13 degrés partout ailleurs. En ce jeudi, eh bien, il fera 15 degrés. Ce sera la maximale dans votre après-midi avec un soleil toujours très présent. En ce mercredi, eh bien, nous célébrons les Herbert, c'est également le printemps. Le soleil se lèvera à 6h32 pour nous dire au revoir à 18h41. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Avenue à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Et on parle santé dans ce premier plateau avec notre invité Guylaine Kiefer-Desgrippes. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes médecin, vous êtes aussi présidente de l'URPS, qui est l'Union régionale des professionnels de santé. Et vous allez entendre très prochainement ce slogan ou cette affiche, un médecin 116 117. C'est donc un dispositif que vous allez lancer, que vous venez de lancer dans le Bas-Rhin, qui est destiné à désengorger les urgences. On reviendra sur les chiffres des urgences. Mais comment est née cette plateforme de 116 117 ? Eh bien, c'est une initiative de l'Union régionale des médecins libéraux Grand Est qui sensibilise par cet engorgement croissant et massif des services d'urgence, notamment dans le Bas-Rhin, et avec le financement de l'ARS, bien entendu, avons imaginé ce dispositif alternatif afin que les patients qui se rendaient aux urgences sans avoir appelé quiconque auparavant, 70% d'entre eux se rendent aux urgences sans avoir appelé ni leur médecin traitant, ni les associations de permanence de soins, ni le 15, eh bien, que ces patients appellent ce numéro 116 117. Voilà, comme ça, on désengorge en quelque sorte les urgences. Les urgences en France en 2016, c'était 20 millions de passages, dont 30 à 40% qui ne se justifiaient pas forcément, qui auraient pu être pris en charge par un médecin. C'est ça, désengorger, c'est laisser aux urgences leur vrai rôle et aux médecins leur vrai rôle. Exactement, c'est que les médecins libéraux, la médecine de ville, comme on dit le plus souvent, jouent leur rôle, c'est-à-dire prennent en charge ces patients qui ne relèvent pas de véritables urgences. Alors les patients ressentent c'est leur situation comme une urgence de leur point de vue, c'est ce qu'on appelle nous des urgences ressenties, mais qui peuvent être traitées en ville. Est-ce qu'un numéro va changer la donne ? Est-ce qu'il faudrait juste pas mieux expliquer les choses en disant si tu as un rhume, tu vas pas aux urgences, par exemple, ce genre de choses. Vous parliez justement de 70% de cas qui n'ont pas à aller aux urgences dans un premier recours. On ne pourrait pas expliquer ça tout simplement plutôt que de créer un nouveau service, un numéro de téléphone qui prendra des mois et des mois et des mois avant de rentrer dans les mœurs ? Eh bien, le problème, c'est qu'il faut apporter une réponse. Et aujourd'hui, quand vous n'apportez pas une réponse à une maman dont l'enfant a 42 fièvres, vous avez beau lui dire n'y allez pas, allez simplement à la pharmacie acheter un suppositoire de Doliprane, eh bien non. Ça ne répond pas à ses attentes. Et l'angoisse, aujourd'hui, il faut pouvoir aussi apporter des solutions. Et ce dispositif permet de mettre en relation les patients. Donc c'est quoi, c'est l'antipanique, le 116 ? C'est l'antipanique, c'est ça ? Écoutez, je ne sais pas si c'est la panique, mais je crois que beaucoup de parents ont un jour paniqué devant un état de santé de leur enfant qui, du point de vue du médecin, ne relevait pas réellement d'une urgence grave, mais du point de vue des parents, c'était urgent de pouvoir y apporter une réponse. Le 116 117 existe déjà, je l'ai vu, on le trouve en Corse, on le trouve en Normandie. Alors, ce 116 117, effectivement, existe réglementairement par décret depuis 2017, mais pour les horaires de permanence de soins, et a été testé effectivement dans 3 régions, Normandie, Corse et Pays de Loire, sans aucune campagne d'information auprès du grand public. Donc, vous imaginez bien. Voilà. Donc, je crois que ce dont ont besoin les patients aujourd'hui, c'est d'information. Mais on va comprendre la différence avec, je sais pas, le SAMU par exemple, parce que de temps en temps, il y a des gens qui appellent aussi les pompiers, les SAMU pour dire mon gosse est tombé, je suis tombé, mais SOS médecin, SOS médecin, les pompiers, le SAMU, le 116, le 15. À un moment donné, on fait quoi ? On appelle qui ? Comment vous allez vous sortir de ça et être très clair ? Alors, la cible vraiment de ce 116 117, ce sont les gens qui n'appellent
personne avant de se déplacer. C'est vraiment de leur expliquer. Qui file à l'hôpital aux urgences. Qui file à l'hôpital. 70% des gens qui fréquentent les urgences. D'aller aux urgences. Pour le 116 je lui dis écoutez, je vais aller aux urgences. Voilà. C'est ça. Appelez avant ou plutôt que de vous déplacer. Alors après, tous les autres dispositifs sont des dispositifs partenaires, bien évidemment. On a besoin d'SOS médecins, on a besoin de la SUM, mais ils sont submergés aussi. C'est une bonne question. Est-ce que c'est pas finalement le même dispositif SOS médecin ou le 116 117 ? Non, parce que là, le patient qui va appeler le 116 117, déjà, il n'a pas appelé SOS médecin. Sinon, voilà, il se serait rendu aux urgences sans avoir appelé quiconque auparavant. Il s'est pas déplacé aux urgences. Et ben voilà. Et donc, il tombe sur qui au bout du fil ? Un médecin régulateur qui va l'interroger, qui va lui demander ce qu'il a, la gravité, qui va essayer de faire un état des lieux de la gravité de sa situation, et qui ensuite soit va se contenter d'un simple conseil, et vous avez raison, la plupart du temps un conseil rassurant, d'attendre, de dire ben voilà, vous allez faire ci, vous nous rappelez si ça ne s'améliore pas, et si réellement le médecin régulateur identifie qu'il y a un réel problème et qu'il faut que le patient soit vu dans la journée, rapidement, dans la demi-journée, on fait appel grâce à un système d'information sur smartphone qui sollicite les médecins géolocalisés le plus près du patient afin qu'un médecin puisse répondre à la demande. Et le médecin va passer chez le patient ou le patient va se déplacer ? Se déplacer le plus souvent en consultation. Juste rapidement, vous disiez au début, on n'a pas allé aux urgences pour ce genre de petites maladies. Pourquoi on ne fait pas appel à son toubib ? Tout simplement. Pourquoi on ne franchit pas cette... Il est à la maison. Il y a des médecins qui travaillent très tard. Je vous rassure, 95% de la population appelle son médecin traitant et fait appel le plus souvent à son médecin traitant. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'un certain nombre de personnes se présentent aux urgences sans avoir appelé. Alors ça a du sens quelque part, je vais vous donner un chiffre qui est assez étonnant. D'abord, il y a 10% d'augmentation de passages aux urgences en 2017, mais à Strasbourg, la moyenne de temps de passage aux urgences, tiens, je vous pose une question Véronique, c'est quoi ? La moyenne de temps de passage aux urgences, on attend combien de temps ? Je dirais 1h30. Ben vous êtes optimiste. C'est 5 heures sur un décile à Strasbourg en moyenne et jusqu'à 10 heures. Donc je pense qu'effectivement, le 116-117 peut se justifier dans ces cas-là. Plus personne ne veut voir des personnes âgées passer 6 heures sur un brancard parce que les urgences sont engorgées par des patients qui pourraient être pris en charge différemment. Voilà, regardez ces deux petits slides qu'on vous propose maintenant. Pourquoi faire le 116-117 ? C'est tout mignon, c'est tout rose, c'est ce qu'il faut faire, 40% de fièvre. Eh ben, c'est pas normal, donc on appelle le 116-117 et on aura les informations comme les petits bobos du quotidien. Vous restez avec nous, Guylaine ? On vous garde. Voilà. Vous regardez 24 heures en Alsace. Place à présent à la présidente de Femmes de Foot, excusez du peu, Sabrina Keller. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Et des personnes exceptionnelles tous les mardis sur ce plateau. C'est ça. Bonsoir Lionel. Ouais, ce soir c'est un double coup de cœur pour une jeune fille et sa discipline. Elle est pétillante, elle est passionnée, elle est explosive. Elle est dangereuse. Non, si on l'embête, elle peut être dangereuse. Ah, elle est adorable. Pour quelle raison ? Mais elle est surtout une grande championne de karaté, médaillée de bronze lors de la dernière Coupe du Monde au Japon et 6 fois vainqueur de la Coupe de France de body karaté. Ça calme. Ah, c'est un palmarès. Ils sont tout calmes ce soir. Ils vont pas traîner maintenant. Laurence tu nous as prévenu avant. Mais c'est ça, les sports que Femmes de Foot adoubent. Laurence, bonsoir, vous êtes prof de body karaté et représentante nationale. C'est quoi ce sport ? Vous pouvez nous expliquer ? Parce que tout le monde ne connaît pas, je pense. Alors, bonsoir à tous. Le body karaté, c'est une activité qui a été créée pour attirer les femmes vers la pratique du karaté de manière ludique et sans affrontement. Donc, du coup, c'est accessible à absolument tout le monde. On n'est pas obligé d'être pratiquant de karaté à la base. Et l'objectif, en fait, c'est de moderniser la pratique du karaté traditionnel, donner un nouveau souffle. On voit quelques images là à l'écran. Voilà, et c'est pour attirer vraiment un nouveau public avec une nouvelle ambiance, une autre approche. Ça reste des gestes de karaté en musique uniquement, c'est pas du tout issu du monde du fitness, c'est rattaché au monde des arts martiaux. Donc, du coup, c'est ça son originalité, c'est qu'on va vraiment retrouver des gestes qui existent dans un art martial traditionnel pur. Et pourtant, n'importe qui de n'importe quel niveau sera capable de le faire. Donc,
Est-ce que les messieurs sont acceptés? Est-ce que Tanguy et Lionel peuvent venir? Ou est-ce que c'est uniquement pour les femmes? Ah non, non, à la base, l'objectif, c'était de viser le public féminin. Bon, aujourd'hui, sur 13 000 pratiquants, on est à 94% de femmes. Ah, quand même. Donc voilà, mais... C'est pour ça qu'il faut venir. C'est important ce qu'elle dit, parce que derrière ce sport, il y a d'autres valeurs que vous défendez, bien plus sérieusement. C'est ça. Après, mon objectif, c'est la féminisation du monde des arts martiaux, c'est-à-dire que c'est comme un tremplin. À la base, on attire des femmes pour leur montrer l'aspect ludique du karaté, parce que c'est la musique qui impose le rythme. On enlève le côté rigoureux, on enlève le côté je dois passer des ceintures. Le cérémonial. Voilà, tout le côté cérémonial. Et justement, là, c'est que le côté ludique. Je sors du travail, je viens pour me vider l'esprit, pour me défouler et quand même frapper dans le vide, même s'il n'y a pas de combat, même s'il n'y a pas d'affrontement. Et du coup, voilà, c'était ce qui était visé à la base, mais il y a quand même des hommes, il n'y a pas de souci. C'est aussi d'apprendre à faire les bons gestes pour se protéger, parce que beaucoup de femmes sont attaquées, et on apprend ces gestes-là, c'est important quand même. C'est ça, voilà. Depuis le 1er janvier, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait, qu'il y a déjà 31 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Moi, c'est ultra important, pour moi, c'est ultra important de montrer qu'on peut venir faire un cours qui se rattache à une activité, à un art martial, sans pour autant avoir le côté violent et tout ça. Maintenant, si on veut apprendre vraiment les gestes et comprendre à quoi ils servent, on a toujours l'art martial à côté, c'est la même licence, c'est la même fédération. Donc l'avantage, c'est qu'on commence par quelque chose de ludique et au fur et à mesure, quand on veut comprendre ces gestes et les utiliser, on se met à l'art martial. Rien qu'en venant ici, dans le tram, je suis tombée sur une situation qui existe encore aujourd'hui. C'est grave de voir une fille qui est toute seule dans le tram, qui se fait harceler par un groupe d'hommes et qui lui ont dit texto, là tu es toute seule, tu es devant tout le monde, tu fais ta belle et tout, tu parles. Ils lui ont dit comme ça. Hein. Mais par contre, après, si tu étais bloquée dans l'appartement seule avec moi, tu serais bien différente et tu verrais plus la lumière du jour. Il lui a dit ça devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est une femme et qu'on est championne de karaté comme vous? On se calme d'abord, parce qu'on a envie de réagir très vite. Ouais. Enfin, si moi j'avais été seule, sa tête aurait fait 3 fois le tour de son corps très rapidement. Mais là, étant donné qu'il y avait énormément de monde, qu'on était comme des sardines, moi la première chose que je me suis dit dans ma tête, c'est mais si on savait toutes se battre, ça serait tellement différent, ils n'oseraient jamais dire des choses comme ça. Un petit taquet, un petit kick, voilà. Et c'est bien poli. On peut voir que pour la campagne de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est un joueur de foot, Adil Rami, cette année, qui défend ces droits-là. Parce que c'est vrai que les chiffres sont glaçants. En 2018, 109 femmes sont décédées sous les coups des hommes. Et 98 500 cas de violence physique sans entraîner la mort. Mais on parle de viol, d'harcèlement. Donc c'est vrai que c'est important de savoir se défendre. C'est très très important. On va parler de quelque chose de plus gai. Une photo que vous avez mise sur vos réseaux, Laurence, parce qu'elle est plus qu'une championne. Ah oui, quand même. Elle est devenue... Alors regardez cette photo qui est magnifique, qui a été partagée partout dans le monde. Et du coup, grâce à ça, vous entamez une carrière de comédienne. Vous pouvez nous raconter cette histoire? Alors justement, effectivement, j'ai posté cette photo sur les réseaux sociaux. Donc l'objectif, c'était vraiment de bouleverser tous les clichés, de faire une photo de coup de pied pur karaté 4, mais en talons aiguilles. Donc j'ai posté cette photo et en l'espace de quelques jours, elle a circulé partout dans le monde jusqu'à Dubaï. Il y a eu des milliers de partages et c'est comme ça en partie que la maison de production Dom Fred Film m'a repérée. Et donc ils m'ont contacté, ils m'ont proposé un rôle principal dans un court-métrage qui était destiné au cinéma américain. En hommage à un film qui date d'il y a une trentaine d'années, qui s'appelait Bloodsport et qui a permis à Jean-Claude Van Damme d'exploser au niveau international, d'être ultra reconnu, etc. En fait, vous êtes la version actualisée et féminisée de ce film. C'est extraordinaire. C'est ça. C'est notre Jean-Claude Van Damme. La relève. Et du coup, j'ai accepté tout de suite parce que moi, depuis toute petite, je suis une fan inconditionnelle des films de Rocky, la version américaine avec Stallone. Et du coup, je me disais, voilà, enfin, on va pouvoir mettre une femme en actrice principale dans un film sur les sports de combat, parce qu'aujourd'hui, tous les sports de combat qu'on connaît, c'est des hommes qui sont acteurs principaux. Donc ça change. Comment on peut faire ce sport? Oui, alors quand même 2 awards pour ce court-métrage, donc c'est important. 2 awards. Alors, en plus, elle donne des cours, donc il faut y aller, les filles. Nous, on soutient vraiment ce sport. On voit au bas de l'écran les endroits où on peut profiter des cours
Ouais, karaté. C'est le mardi au lycée Kléber, 19h30, on est bien sur Strasbourg, sinon c'est Plopsheim. Et il y en a un troisième, c'est à Geispolsheim. Vous restez bien sûr avec nous. Bravo pour le pied en l'air, tu essaieras tant que de faire la même chose. J'ai une petite pensée émue pour le mec dans le tram qui a évité ça quand même. Voilà. Je ne sais pas si Véronique Gaillot est aussi souple que ça, vous nous le direz dans un instant. On parlera surtout de musique avec vous, avec ce premier album, et c'est juste après ça. Elle est chanteuse et c'est un premier album qu'on vous propose ce soir. Véronique Gaillot, tout va bien ? Tout va très bien, Lionel. Merci beaucoup et Alors, merci de m'accueillir surtout. C'est avec un grand plaisir. Juste avant, comme ça, on va être tous calmés. Juste avant qu'on entende un petit extrait, c'est quoi votre univers musical ? Je dirais que c'est essentiellement le blues. Mais quand on dit blues, on parle de tellement de musique à l'origine que c'est très vaste en fait. Moi, j'aurais dit une espèce de mélange entre Led Zeppelin et Tina Turner. Oh, c'est plutôt sympa. Ça vous va ? Ça me va très bien. Et alors on va un petit peu se bouger, on va se secouer comme vous le chantez. C'est Shake You Up, regardez. Shake you up and down. Shake you up. Shake you down. Shake you up. Life goes round and round. Shake you up. Shake you down. Voilà, Véronique Gaillot, notre invitée. On retrouve là, sur ce clip, tous les codes du rock. D'abord le vieux micro, les vieux riffs de guitare, la caisse claire, le pied. Voilà, c'est vous qui avez composé l'album ? Oui. Alors, c'est une collaboration avec un bluesman allemand qui a déjà une belle notoriété en Allemagne, qui fait partie des grandes scènes allemandes dans le blues rock, et qui m'a proposé donc de travailler sur un album. Donc j'ai accepté avec grand plaisir, évidemment. Et puis voilà, c'est le résultat. Moi, j'ai composé les textes et j'ai donné les idées un peu mélodiques, je dirais. Et Timo Gross a fait quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais aussi parler du réalisateur parce qu'effectivement, il y a un côté rock mais qui transparaît dans l'image parce que justement, il a su retranscrire un peu ce côté un peu brut, un peu... Voilà, et c'est un réalisateur qui est génial et qui fait tous les clips et que j'adore et que je connais depuis un bon moment parce que c'est moi qui l'ai mis au monde. Donc voilà... c'est mon petit bébé qui est vraiment super réalisateur. Vous êtes rock dans la vie de tous les jours ? Bouge-toi, secoue-toi, révolution, etc. Oui, mais révolution, un jour, quelqu'un m'a dit « Mais Véro, elle est où ta révolution dans ce morceau ?» Je lui ai dit « Mais dans le respect, man. C'est pas parce qu'on parle de révolution... » Faut pas l'embêter dans le tram, elle. Ouais, voilà. Non, mais j'ai trouvé ma bodyguard ce soir, je suis très contente. Non, je pense que, par exemple, pour le morceau Révolution, c'est pas parce qu'on parle de révolution qu'il faut taper forcément dans le tas. On est d'accord. Voilà. Donc révolution, c'est un besoin de changement qu'on porte tous en nous à un moment donné. Vous savez, révolution, on l'a. On le passe ? Eh ben, super. Révolution, c'est parti. Whatever you do, wherever you go, the greatest glory is in rising from the fall. Whoever you trust, whoever you hurt, there's always someone standing at your door. Whatever the time, shines good or bad, force from the big will be shelter for the weak. Whoever you blame, whoever you burn, there's always someone begging at your door. The revolution. Bon, on sent que vous vous éclatez sur scène, quoi. À fond. C'est quoi qui vous anime quand vous jouez ? C'est envie d'être une rockstar ? C'est la célébrité ? Non, pas du tout. Une seule chose, la passion. Je pense que la passion, c'est ce que j'ai en moi, c'est ce que je porte en moi. Et puis qu'importe la façon dont je vais l'exprimer, c'est un besoin d'exprimer. Et être besoin d'être connu, non, pas forcément, mais aujourd'hui, besoin de partager, oui, absolument. Tanguy, tu sais qu'elle a une autre passion, c'est les beaux-arts. Oui, la peinture. C'est la peinture. Oui, la sculpture, la peinture. Mais ça se ressemble beaucoup.
C'est artiste émérite, hein? Non, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer beaucoup et qui essaye tout et qui a malheureusement qu'une vie pour essayer un peu tout. Du coup, comment vous dépatouillez votre quotidien? Vous écrivez tous les jours, vous pensez à la musique tous les jours, aux arts tous les jours, vous avez besoin de vous exprimer comme ça avec vos musiciens, en écrivant, vous faites comment? Je me lève le matin et voilà, je bouscule. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de s'exprimer tout le temps, de n'importe quelle manière. Donc vous chantez tout le temps? Et je chante tout le temps, mais j'ai besoin de faire quelque chose de ma journée, de créer pour me sentir exister, tout simplement. Voilà, donc c'est qu'importe la manière ou qu'importe le moyen, voilà, mais je veux rester libre. Mais l'aboutissement, c'est une chanson, par exemple? Constamment, vous avez constamment ça en tête de devoir écrire, produire? Non, je dois rien. Non, je dois rien, j'ai besoin. Je dois pas, j'ai besoin. Donc j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire quelque chose de ma vie. J'ai besoin d'être fière de moi, de me regarder dans le miroir et de me dire « Véro, t'existes ». Et t'existes pleinement et ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. En plus, Véro, un premier album. Et en plus, Véro, et je voudrais juste dire une chose, c'est que je suis super bien portée par une équipe formidable, par des gens vraiment extraordinaires, photographes, Maïloli qui a fait des photos superbes, c'est un garçon des collaborateurs extraordinaire. Réguliers d'Alsace. Voilà, je remercie mon producteur, je remercie Claude, ma famille. Non, enfin, ça c'est vraiment pour les Césars, ça c'est la prochaine voilà, fois. Mais je profite de l'occasion pour le faire, j'ai pas beaucoup de temps. Merci aux gens qui me suivent, voilà. Voilà, Wildcat, nouvel album sur toutes les plateformes de téléchargement? Oui, absolument. Et puis sur le site Véronique Gaillot également. Et avec un peu de chance, vous serez peut-être prochainement sur la plateforme de Chap. C'est ce que je vous propose maintenant avec Tanguy Flores. On s'est beaucoup dépensé en faisant du body karaté, on va se finir en mangeant une pizza. Vous en pensez quoi? Hein? C'est ce qu'il y a de mieux. Ça te branche? Burrata et tout? On aura tellement bougé que ça va passer tout seul. On t'emmène à Obernai, dans une pizzeria qui s'appelle le O101 Pizzeria. C'est tenu par Michel Daguano, qui est né à Strasbourg, mais il a la particularité d'avoir une maman et des parents siciliens. Et il a décidé de faire des pizzas gourmets. Des pizzas gourmets, elle sent le truc. Hein. Elle a les mains. Et voilà, les pizzas gourmets. Les pizzas gourmets, c'est pas la jambon fromage, vas-y, tu balances, machin. Non, c'est du fromage, mais alors qui vient d'un petit producteur en Italie, du jambon très particulier. Il est passionné par les excellents produits. Il me parle de jambon pendant des heures. Il est passionné par le jambon, je ne sais pas pourquoi, mais il peut t'en parler pendant des heures et il t'en trouve des absolument extraordinaires. Et il en fait les pizzas. Et recette familiale, il a même une copine à Venise, ils s'échangent les tuyaux, comment tu fais ta pâte, la pâte 3 jours d'avance pour la laisser reposer et tout. Bah non, je l'ai mangée avant, tu te comprends pas. 3 jours pour faire une pâte à pizza quand même, donc le mec il est passionné, il fait des trucs vraiment formidables. Je vous propose d'aller dans sa petite cuisine à Obernai, on le rencontre, c'est Michel Daguano. Alsacien sicilien, c'est ce que j'aime bien dire. Je suis très fier de l'Alsace et très fier de la Sicile. Maman vient tous les matins nous filer un coup de main, faire des préparations sur toutes les spécialités de Sicile, justement, la cuisine de ma mère et de ma grand-mère. On ne peut pas se planter, c'est maman qui les fait, donc. On prépare en spécialité sicilienne les arancini, qui sont des boules de riz farcies et frites. Ça, c'est de la street food sicilienne, c'est vraiment typique de chez nous. On fait aussi des parmigianes et des lasagnes en dehors de nos pizzas. Où on travaille des farines 100% biologiques qui sont moulues à la pierre à l'ancienne, qu'on importe nous directement d'un moulin qui se situe à Vérone. On fait un mélange de 4 farines, on fait 72 heures de maturation dessus et du coup ce qui nous permet de conserver dans notre pâte tous les vitamines, sels minéraux, tout ce qui est bon pour la santé. Tous les jambons sont entiers et tranchés ici sur place, principalement à la minute. Quand tu mets un jambon qui est fraîchement tranché sur une pizza bien chaude, où tu as justement cet aspect où ça va commencer légèrement à fondre sur la pizza et donc apporter un maximum de goût à ta pizza. Ça, c'est du culatello. C'est un jambon italien qui est un peu méconnu, mais qui est très très bon. C'est un peu le pata negra de l'Italie. Là, sur cette pizza, par exemple, il est accompagné juste d'une burrata, qui pour moi est une des meilleures pizzas. Un super jambon, un super fromage, une super pâte. Pour moi, là, tout est réuni pour avoir le top du top. C'était à l'origine vraiment un peu le plat du pauvre, c'était le vide frigo. Donc tu faisais une pâte à pain, tu mettais ce qui restait dans le frigo et tu avais une pizza.
Donc c'est vraiment la vraie culture de ça. Mais quand tu réunis tous ces bons produits ensemble, tu peux faire un truc exceptionnel. En Italie, on appelle ça un peu les pizzas gourmets. En tout cas, ça a donné envie. Et une petite photo, Tanguy. Ouais, une photo qui m'a fait bien rire, c'était la marche du siècle pour le climat samedi dernier à Strasbourg. On regarde vite, voilà, c'était l'un des slogans. Ta planète est plus chaude que ton mec. Je trouvais ça génial et drôle. Voilà, on a bien ri, voilà. Ouais. Il y en avait d'autres. Oui, il y a eu un concours. Vas-y, ose dire celle que tu as dit. Non, je peux pas. Non. Je l'ai fait à la répétition, mais là, je peux pas. Toutes les infos, je vais pas vous le montrer, mais toutes les infos, ça se passe. T'es en mode avion, comme d'habitude. Sur Chap. Allez, je le trouverai pas. Non, j'ai trop d'applications là-dessus. Merci beaucoup, Tanguy. Merci, Sabrina, pour ces belles personnes que tu nous fais rencontrer régulièrement. Un grand merci, Laurence, pour ce body karaté. Longue vie à ce nouvel album et un seul numéro de téléphone pour appeler son Toubib si vous avez un bobo plutôt que d'aller aux urgences. C'est quoi, Guylaine ? 116 117. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Magazine, je vous libère tous, magazine de Tour des Cantons pour maintenant, à présent, et nous on se retrouve demain à 19h. Salut. Acteur de proximité privilégié auprès des communes, le conseil départemental investit dans les territoires. Après quelques années de difficultés budgétaires, les finances du département se portent mieux. Pour l'année 2019, le budget d'investissement est doublé. Au total, 112 millions d'euros, dont une partie sera allouée à l'investissement dans les grandes missions du département. Dans le cadre des investissements propres, l'une de nos priorités, c'est d'investir pour les jeunes, en l'occurrence les collèges. Nous sommes là devant le collège de Fortschwihr et ce sont sur les 10 prochaines années 160 millions d'euros que le conseil départemental va mettre dans la rénovation, dans l'extension de collèges, voire dans la construction aussi de nouveaux collèges. Donc les collèges, les routes, qui est un domaine très important pour le conseil départemental. Et donc cette année, c'est aussi un budget qui a été augmenté d'un tiers pour les routes et qui se monte cette année à 51 millions d'euros. Mais également des investissements dans les EHPAD. Ce sont 8 millions d'euros qui sont dégagés pour la rénovation des EHPAD et aussi 2 millions d'euros pour le maintien à domicile des personnes âgées. Pour soutenir les projets des communes, des intercommunalités, mais aussi des associations, un nouveau fonds vient d'être créé et doté de 12 millions d'euros sur les 3 prochaines années. C'est un fonds territorial d'investissement de 12 millions d'euros sur les 3 prochaines années pour permettre aux communes et aux associations de mettre en place les projets qui sont les leurs et dans les territoires. C'est-à-dire que nous avons une manière de fonctionner sur ce crédit qui est que de faire remonter les projets des territoires et c'est à l'échelle du territoire que le choix des priorités se fait. Si les budgets de ces dernières années étaient contraints, le département n'a pas pour autant cessé d'investir dans les territoires. En témoignent les réalisations effectuées dans le canton de Colmar 2. L'institution est intervenue en soutien de nombreux projets communaux. Et malgré les contraintes difficiles que nous avons connues ces dernières années, le département est resté très actif. Par exemple, à Colmar, nous sommes intervenus pour la rénovation, la mise à niveau du parc des expositions. Nous étions également dans le domaine du sport, présents à Aqualia, mais également pour les plus petits clubs où nous avons affecté 600 000 euros au cours des 3 dernières années pour la rénovation, par exemple, de terrains de football à Holsfyr, Port-du-Ride, à Houssen, pour des terrains d'activités divers dans différentes communes. On est aussi allé dans la direction de la petite enfance, par exemple la maison de la famille à Colmar, dont nous avons financé la restructuration. Nous sommes également présents dans le domaine routier, évidemment, où on fait des traverses d'agglomération et des travaux qui sont très souvent initiés par les communes. Mais le développement du territoire ne passe pas que par le soutien aux seuls projets des communes. Le déploiement du très haut débit, par exemple, reçoit le soutien du département et est un facteur important pour l'attractivité des communes, notamment rurales. Les investissements dans les infrastructures comme les collèges et les EHPAD sont eux aussi importants pour la qualité de vie des habitants.
On a des demandes fortes en matière de dépendance, personnes âgées. C'est un secteur d'activité où on n'a jamais lésiné, on a toujours maintenu les financements au niveau qui correspondait aux besoins qui existent sur le territoire. Ensuite, la jeunesse. Vous voyez le collège de Fortuire qui a été rénové au cours des dernières années. On a investi 7 millions d'euros quasiment pour le mettre à niveau. Mais il y a d'autres collèges qui ont également bénéficié de ce type de soutien, comme le collège Victor Hugo par exemple, qui se trouve dans notre secteur, ou le collège Berlioz qu'on connaît tous et qui est un collège aujourd'hui neuf et qui permet aux jeunes collégiens d'être accueillis dans les meilleures conditions. Mais les financements ne font pas tout, le département se positionne aussi en partenaire des autres collectivités pour les aider à porter leurs projets. Il y a aussi des aides en ingénierie qui sont proposées par le département aux communautés de communes, aux communes, mais également au public, dans le domaine de l'économie, avec la DIRA, dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, avec l'ADOR, dans le domaine du tourisme, avec Alsace Destination Tourisme, et puis dans le domaine de l'habitat et du logement, avec la DIL. Notre leitmotiv, c'est la proximité, l'efficacité et la citoyenneté. Pour le canton de Colmar 2, un certain nombre de projets sont d'ores et déjà dans les tuyaux. Par exemple, les murs anti-bruit à Houssen, qui devraient bientôt être rénovés, coût de l'opération 200 000 €. Et il y a un certain nombre de projets, notamment à Colmar, comme le projet de rénovation de la bibliothèque des Dominicains, sur lequel nous serons évidemment présents. Il y a l'aspect routier, évidemment. Vous avez par exemple à Munzenheim, qui est à côté, la traverse d'agglomération. On va investir également plus de 100 000 €. Ce qui nous guide avant tout, c'est la logique de la proximité, que les services publics soient toujours à la proximité des habitants. C'est une logique aussi d'équité et d'équilibre entre les territoires. En 2021, le département du Haut-Rhin se fondera dans la collectivité européenne d'Alsace. La nouvelle échelle sera donc celle de l'entièreté du territoire alsacien, mais au département, on l'assure, la proximité ne sera pas sacrifiée. Donc demain, cette proximité avec la collectivité européenne d'Alsace sera toujours là. Efficacité, parce que ça c'est vraiment l'un des maîtres mots aujourd'hui déjà pour le département, mais demain aussi. Efficacité grâce à la proximité, grâce au pragmatisme des conseillers départementaux et grâce à une faculté d'agir très rapide.